Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Meurtre de la petite Loana à Sedan. Une enquête de Mathieu Fourquet. En ce jeudi 19 octobre, contenu avec difficulté par un cordon de gardiens de la paix, une foule déchaînée se presse à l'entrée de la rue Saint-Michel. Vers 15h20, les cris redoublent de fureur quand s'ouvre la porte du numéro 21. Un homme en sort menotté, capuche noire sur la tête et un masque chirurgical sur le nez pour dissimuler ses traits. Son regard respire la peur, tandis qu'on le jette à l'arrière d'une voiture banalisée. L'ambiance est à la haine, à la vengeance, au lynchage. Mais comment pourrait-il en être autrement? Ce dont Jean-Baptiste Menz est suspecté n'est pas seulement criminel, c'est inhumain. Les policiers qui ont découvert le corps supplicié de la petite Loana sont là pour en témoigner, et ils savent déjà que ces images vont les hanter jusqu'à la fin de leur jour. Retour sur une soirée d'épouvante. Mardi 17 octobre, il est aux environs de 21h quand Loana Walgraff, 10 ans, descend du bus à l'arrêt de Thuren-Goulden, tout près de chez elle, dans le centre historique de Sedan. Elle rentre enfin du collège Pasteur, un établissement pour élèves en difficulté de Vrigne-au-Bois, à une dizaine de kilomètres, où elle est scolarisée en classe de 6e. Si cette petite brune coiffée au carré a un peu de mal à suivre en classe, elle n'en demeure pas moins une gamine éveillée et très autonome. Il faut dire que chez les Walgraff, les enfants apprennent vite à se débrouiller seuls. Les parents, Carole et Michael, sont des gens simples et un peu débordés par leur smala. Loana et ses deux grands frères, âgés de 9 ans et 14 ans, ont l'habitude de traîner dans les rues. Les riverains, qui les connaissent bien, s'étonnent régulièrement de les voir encore dehors à des heures tardives. Une voisine témoigne. Je leur ai souvent dit que c'était dangereux et qu'il ferait mieux d'être chez eux à faire leurs devoirs. Mais ils n'en avaient rien à faire et ça les faisait marrer. Alors qu'est-ce que vous voulez que je leur dise de plus, moi? C'est pas mes gosses. Oui, c'est vrai qu'ils étaient livrés à eux-mêmes, mais c'était des gosses très gentils et attachants. Ils étaient toujours ensemble à faire du roller, à aller à la pêche ou ramasser des châtaignes. Les locataires de leur immeuble du 13 les aiment bien. Ils savent que leurs parents ont des fins de mois difficiles et chaque année pour Halloween, ils se cotisent pour leur acheter des bonbons. C'est dire si Loana se sent comme chez elle dans le quartier. Le conducteur de bus qui l'a déposée à l'arrêt se souvient. Oui, ce soir-là, il était déjà tard, pas loin de 22h, il me semble. Mais bon, j'avais l'habitude de l'avoir seule dans mon bus. C'est pas commun des enfants de cet âge qui font le trajet seul à cette heure. Alors, moi, je lui ai dit, il est tard, tu devrais pas traîner comme ça et tu devrais vite rentrer chez toi. Elle s'est retournée, elle m'a fait un petit geste de la main et je l'ai vue s'éloigner tranquillement avec son cartable sur les épaules. Pour rentrer chez elle, elle n'a que 300 mètres à parcourir. Il lui suffit de prendre la rue de l'Horloge et de traverser la rue Saint-Michel. L'affaire de 4 ou 5 minutes. Mais jamais elle n'arrivera à sa porte ce soir-là. L'heure tourne, mais ne la voyant pas revenir, Carole et Michael s'inquiètent. Ils descendent la chercher dans la rue, en vain. À 22h12, ils alertent le commissariat. Les policiers jugent tout de suite que cette disparition est inquiétante et réagissent au quart de tour. Plusieurs patrouilles vont ratisser le quartier en voiture. Des hommes à pied font du porte-à-porte une photo de Loana à la main. Et un chien pisteur arpente les trottoirs. Mais la fillette demeure introuvable. Carole et Michael, désormais rongés d'angoisse, vont veiller toute la nuit en laissant leurs fenêtres allumées comme un phare dans la nuit. Le mercredi matin, les policiers intensifient leurs recherches. En fin d'après-midi, ils diffusent un appel à témoins qui ne donne pas le nom de la fillette, mais la décrit avec précision. Âgée de 10 ans, mesurant 1,20 m, vêtue d'un pantalon gris, d'un manteau noir sur une veste rose, de baskets blanches, d'un bandeau dans les cheveux et d'un sac à dos. Il est alors 19h30 quand un agent de police chargé de trier les appels alerte le responsable des opérations de recherche. Capitaine, j'ai une dame en ligne. Je vous la passe, je pense que c'est important. Ouais, merci, je la prends sur la 2. Bonsoir madame, je suis le chef de la cellule de recherche, je vous écoute. Oui, bonsoir.
Hier soir, vers 18h, j'ai vu la petite fille que vous recherchez en train de bavarder dans la rue avec le locataire du numéro 21. Et après, elle l'a suivi chez lui. Excusez-moi, madame. Êtes-vous sûr qu'il s'agit de la même petite fille? Oui, bien sûr. Je suis du quartier. Je suis voisine de la famille Walgraff. Je connais bien Loana, je la vois tous les jours. Très bien, et ça ne vous a pas paru bizarre que Loana suive cet homme à 22h? Non, sur le moment, je me suis pas inquiétée. Il est aussi du quartier et cet homme connaît son père. Il lui dépose régulièrement du poisson en rentrant de la pêche. S'il lui arrivait quelque chose, je ne le pardonnerai jamais. Les enquêteurs se précipitent à l'adresse indiquée. Le 21 rue Saint-Michel est un petit immeuble vétuste. Au rez-de-chaussée, il y a un ancien bistrot, le bar Sédanais, fermé depuis belle lurette, mais resté dans son jus. À l'étage, un unique appartement. Les policiers frappent à la porte, le locataire le rouvre et ne paraît pas surpris de les voir. Il a le regard trouble, absent. On l'emmène au rez-de-chaussée. Une horrible odeur de mort flotte dans l'ancien bistrot. Le sol du bar est couvert de traces de sang qui semblent mener directement à la cave. Les enquêteurs descendent par l'escalier étroit et se figent, pétrifiés d'horreur. Une forme est enroulée dans un drap maculé de sang. C'est Loana. La fillette est nue, le visage tellement déformé par les coups qu'il en est méconnaissable. Le crime a sans doute eu lieu dans la chambre, à l'étage, où le lit lui aussi est taché. L'autopsie révélera que Loana a été violée avant d'être tuée à coups de poing. Jean-Baptiste Menz, le locataire, est placé en garde à vue. Ce gitan sédentarisé est arrivé récemment dans le quartier. Il vivait jusque-là à Torcy, à l'autre bout de la ville. 57 ans, chômeur, divorcé et père de 6 enfants, il a déjà eu affaire à la justice pour des infractions routières et quelques vols en réunion qui lui ont valu 1 mois de prison en 2017. Mais il n'a jamais été mis en cause dans une affaire aussi grave. D'après les habitants qui le voyaient traîner seul dans les rues, c'est un pauvre type toujours entre 2 bouteilles de vin, mais pas méchant. Interrogé au poste, l'individu tient des propos confus, incohérents. Tout ce que l'on apprend, c'est qu'il nie avoir touché la petite. Puis, sous le feu des questions, il finit par évoquer un accident. Écoutez, monsieur Metz, on ne comprend rien à ce que vous racontez. Maintenant, vous nous dites ne pas l'avoir touché. Mais comment expliquez-vous qu'on a retrouvé le corps massacré de la petite Loana dans votre cave, alors? C'était un accident. Tiens donc, c'est nouveau, ça. Alors, un accident, dites-vous? Oui. Ce soir-là, quand elle est passée devant chez moi, j'étais en train de rentrer. Et comme on se connaît, on a parlé un peu tous les deux, et puis elle m'a dit qu'elle avait soif. Alors je lui ai dit de rentrer, et je lui ai offert un verre d'eau. Un verre d'eau? Bien sûr. Et après, il s'est passé quoi? Après, en redescendant, elle est tombée dans l'escalier. Elle s'est fait très mal. Et même, je dirais, qu'elle était gravement blessée. Je ne savais pas quoi faire. Alors je l'ai descendue à la cave et je l'ai enroulée dans un drap. Confronté aux résultats de l'autopsie, il finit toutefois par reconnaître avoir violé l'enfant tout en contestant l'avoir frappé à mort. Le lendemain, le 19 octobre en début d'après-midi, les policiers le ramènent sur les lieux du crime. L'accès à la rue est interdit, mais les policiers ont bien du mal à contenir la foule qui hurle sa colère contre le tueur présumé. Assassin! 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 Va brûler en enfer! Lorsque Jean-Baptiste Menz ressort du bâtiment vers 15h20, les cris de haine redoublent. Assassin! 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 Les habitants de la rue Saint-Michel, qui suivent la scène depuis leurs fenêtres, préfèrent garder le silence. On les sent mal à l'aise et pour certains presque honteux de n'avoir rien vu, rien fait pour empêcher cette atrocité. Mais qui aurait pu deviner que sous ses allures de poivreau, Menz serait capable de commettre une telle horreur? Le procureur de Reims, François Schneider, l'a depuis lui-même reconnu. Le quinquagénaire n'a pas le profil habituel des auteurs de ce genre de crime. À la connaissance de la justice, il n'avait jamais commis d'agression sexuelle et ne s'était jamais rendu coupable de violence conjugale. Mis en examen pour viol sur un mineur de 15 ans suivi de meurtre, l'individu a été écroué. Il demeure présumé innocent. Mais pour l'heure, quelques zones d'ombre persistent encore.
Même s'il connaissait les parents Walgraff, comment a-t-il fait pour attirer la fillette chez lui? À ce qui semble, elle n'y était jamais entrée. Et puis, comment expliquer cette quantité phénoménale de sang retrouvée sur le sol de la cave? D'après une source proche de l'enquête citée par le Figaro, il est difficile de croire que seul un petit corps comme celui-ci ait pu en déverser autant. En dépit de son casier judiciaire relativement bref, Menz cache-t-il un passé beaucoup plus sombre que ce qu'on a cru? Le procès n'aura pas lieu avant quelques mois. En attendant, les enquêteurs sont déjà en train d'exhumer des cartons plusieurs dossiers non élucidés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.